Aujourd'hui, on va parler de l'humour, un regard juste sur l'humour. Et nous avons comme invité donc, Raven Chetrit. Bonjour Raven Chetrit. Bonjour. On n'a plus besoin de vous introduire. Vous êtes un des conférenciers les plus connus du monde francophone. En dehors de cette grande sagesse que vous partagez avec tout le monde, et moi-même, quand j'étais jeune, j'allais très souvent à vos cours, vous avez toujours beaucoup d'humour, vous arrivez toujours à transmettre ce message avec beaucoup de subtilité d'humour qui est toujours omniprésent dans vos cours. Et donc, vous pensez que vous étiez la bonne personne à inviter pour parler de l'humour avec un regard juste. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre attention. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, on va parler de votre rapport par rapport à vous, par rapport à l'humour. Je trouve ça intéressant d'avoir cette vision-là, en fait, de voir un autre aspect de votre personne. Est-ce que l'humour a toujours été présent dans votre vie? C'est-à-dire, est-ce que ça a toujours, vous savez, est-ce que vous avez toujours été le rigolo de la classe, etc., ou c'est quelque chose qui s'est développé à travers le temps? Bizarrement, quand j'étais jeune, j'étais très timide Ouais. et j'intervenais pas vraiment au milieu de la classe ou quoi. Maintenant, entre copains, je pouvais avoir, bien sûr, un petit peu comme ça d'humour. Et sinon, après, ça s'est développé plus vers 17-18 ans. En même temps, en fin de compte, parce que j'étais en pleine révolution philosophique, en pleine recherche. Donc, je réfléchissais à peu près 15 heures par jour. Et j'ai vu qu'en fin de compte, la finesse du raisonnement philosophique et la finesse de l'humour, elle correspond. Parce que à l'époque, c'était une suractivité mentale, d'accord, et d'avoir le souci perpétuellement de réfléchir, par exemple, de ne pas rester dans une pièce chaude parce que je sentais que le cerveau se ralentissait, et que d'avoir une activité cérébrale perpétuelle, donc de réfléchir à une notion philosophique, ou alors à une dimension technique, genre pourquoi la peinture, elle tient mieux sur le bois que sur le métal, mais de maintenir aussi une tension au niveau de trouver un jeu de mots, ou alors voir une situation, le côté rigolo d'une situation, ou le côté un petit peu fantaisiste d'une lecture de la vie. Donc, c'était en fin de compte, c'était comme un espèce d'exercice de maintien du cerveau en activité. Donc, évidemment, après, ça développe la répartie, ça développe la capacité de lecture différente et qui est rigolote, parce que tout l'humour, c'est la chute. Or, la chute, c'est une forme de choc. Et le choc, eh ben, il vient justement du contexte. Donc, si le contexte est très sérieux, bon, le choc est plus grand. Si le contexte il est normal, donc le côté anormal, il fait rigoler. Donc, ça fait partie de ça. Donc, de très jeune, ça s'est développé chez moi. En plus, ma mère aussi, elle avait beaucoup d'humour. Mon grand-père aussi avait beaucoup d'humour. Donc, je pense que c'est un peu un truc génétique. D'ailleurs, même mes enfants, quand j'étais convoqué à l'école et qu'ils me disaient votre fils, il fait le clown, je disais ça, c'est génétique, je ne peux rien faire. Ok, et donc finalement, dans vos cours, ça s'est implanté de manière très naturelle, quoi. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous travaillez spécialement. Non, non, non. De toute façon, j'ai même des producteurs qui m'ont dit écoute, on va faire l'Olympia, on va faire Gad Ah oui? Elmaleh, il m'a dit j'adore ton humour. Boujna, il m'a dit si tu fais des spectacles, nous on vend les tickets. Donc, mais j'ai jamais organisé ça. J'ai jamais cherché à développer des blagues ou quoi, parce que encore une fois, quand on a fait beaucoup d'efforts au niveau philosophique, d'accord, et qu'on a aussi beaucoup étudié les profondeurs de la Torah, l'humour c'est rien. C'est Ouais. au niveau réflexion, c'est-à-dire, à la limite, même moi, quand j'improvise une espèce de sketch en plein cours ou qu'il y a des jeux de mots qui viennent, je veux dire, c'est pas un effort et c'est même pas une préparation. Les gens me disent, vous D'accord. préparez les blagues, je ne prépare pas les blagues. Ça me monte un jeu de mots comme ça. Parce qu'encore une fois, quand le cerveau est rapide, c'est comme un ordinateur. Si vous avez un ordinateur très puissant, quand vous mettez Torah, il va chercher Torah. Quand vous mettez jeu de mots, il va chercher jeu de mots. Maintenant, Ouais, si oui. vous avez un cerveau qui est lent, parce que vous pratiquez le cerveau lent, donc automatiquement aussi la répartie, elle va être longue. Maintenant, l'intérêt de trouver la blague 10 minutes après la fin du cours, évidemment, c'est plus tellement intéressant. En effet, ouais. Moi, ce que je trouve, moi, ce qui m'impressionne, c'est la Siyata Dishmaya de faire le cours et qui soit très profond et qui règle des problèmes de beaucoup de gens et qui l'aide comme une forme de thérapie et qu'en même temps, la blague, elle vient au bon moment. C'est ça, ouais. Encore une fois, parce que coordonner, c'est-à-dire même de le préparer, ça ne serait pas possible.
Ouais. Parce que de prévoir qu'à tel moment, je vais dire telle blague, mais ça ne veut rien dire. Mais Donc, c'est ça, ouais. il faut avoir une indépendance au niveau connaissance, déjà, de bien maîtriser son sujet, pour avoir cette liberté mentale, de ne pas être dans le stress de la communication, pour qu'après, l'esprit, il est libre de faire le jeu de mots. Alors que je vois des gens, moi, des copains à moi qui devaient préparer des cours, ils écrivaient ligne par ligne tout ce qu'ils devaient dire. Donc, il y avait un tel stress de rater quelque chose dans les transitions qu'ils n'avaient pas la liberté mentale de pouvoir penser à se détendre puisqu'ils étaient coincés. Ouais, mais il faut avoir une certaine capacité à connaître tellement bien son sujet qu'on arrive à pouvoir justement se détendre. Surtout quand vous parlez, enfin, moi, je me rappelle des cours où je venais au mardi, enfin, ça a duré 1 heure et demie, 2 heures. Hein, Oui, faut oui. vraiment avoir la capacité pour emmagasiner tout ça, quoi. Oui, mais de toute façon, en vérité, moi, j'étais à bonne école. D'abord, encore une fois, entre 14 et 19 ans, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi tout seul. D'accord? Je ne voulais pas faire de la philo dans les livres, je l'ai fait tout seul. Maintenant, quand je suis arrivé en terminale, le prof, il me disait ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Mais moi, je n'avais jamais ouvert un bouquin de philo de ma vie. J'avais très peur quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées. Après ça, je suis rentré à la Yeshiva. Donc là aussi, j'ai pris un très haut niveau avec le Rav Daniel Eman. Donc, au niveau de l'étude pure talmudique et au niveau de la pensée juive. Donc, j'ai pris beaucoup. Et après, la combinaison des deux qui a fait que quand j'ai commencé à donner des cours, bon, ben, j'avais un bagage, j'avais un énorme bagage. Et en plus de ça, que pendant à peu près 2 ans, j'avais un groupe à qui je devais donner cours 2 fois par semaine. Et on faisait le lundi et le jeudi. Et je faisais de 9 heures à minuit. Et donc, ça faisait 6 heures par semaine. Et, et je faisais 2 semaines ou 3 semaines sur un thème. Ça veut dire que je faisais, par exemple, 12 heures ou 18 heures sur l'Yetzirah. Ok, D'accord? ouais. 12 heures ou 18 heures sur la communication. Donc, quand après, je devais faire le cours du mardi en 1 heure et demie, c'était D'accord, l'inverse. c'était. C'est pas que Ouais. j'avais pas beaucoup à dire et j'essayais de meubler. J'avais trop à dire. Donc j'ai beaucoup, 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 au Hachem, travaillé. Ouais. D'accord? Donc, j'ai acquis de plus en plus. C'est ce qui me permet aujourd'hui de faire plus de 200 conférences par an. Personne ne peut faire ça. Les gens, ils en font une par semaine, ils sont épuisés. Moi, j'en fais une par jour pratiquement. Mais j'ai un bagage, au Hachem. C'est-à-dire que ce que j'ai travaillé, maintenant, en plus avec l'expérience, donc j'ai une tranquillité, entre guillemets, qui fait par exemple, je peux faire des Shabbats pleins sans feuilles. Donc, je vais parler peut-être 7 heures et je n'ai pas de feuilles. Mais ce n'est pas une Voilà. question de gava, c'est une question de professionnalisme dans le fait de pratiquer la chose pendant 30 ans. Maintenant, d'un autre côté, puisqu'au niveau de l'idée et au niveau du sujet, je l'ai bien dans la tête, donc je suis libre après de travailler sur la communication et de faire passer le message et de mettre l'humour que je veux et le rythme que je veux, ce qui fait que ça donne des résultats. Parce que tout le monde me disait, bon, mais c'est trop long, 1 heure et demie, il faut faire des formats de 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Mais moi, dans l'absolu, puisque vous avez assisté au cours, vous avez compris qu'en vérité, c'est presque une thérapie de groupe ce qu'on fait, d'accord? Et que les gens qui arrivent complètement ignorants, ils ont fait en 1 heure et demie l'équivalent de 2 ans d'yeshiva. Donc, c'est pour ça que c'est tellement riche. Parce que moi, quand je montre à des gens qui savent étudier la liste des références que j'utilise pour un cours, que je fais à des gens qui ne savent même pas lire, ouais, et que j'ai pris des références de Raphaël Shmulevitz, de Pachad Yitzhak, euh, du Abraham Banel, du Rav Dessler, mais au moins sur 100 pages de références. Ce n'est pas un petit Dvar de je sais pas moi, Ouais. de Midrash Raconte ou d'Actuji. C'est quelque chose de très lourd. Ouais. Et maintenant, justement, l'idée, c'était ça. Maintenant, quand vous devez parler 1 heure et demie à des gens, si vous n'avez pas un rythme au niveau blague, au niveau enseignement, au niveau psychologique, les gens, ils ne tiennent pas 1 heure et demie, c'est extra. Ouais, c'est ça, ouais, c'est très compliqué. Enfin, moi, personnellement, qui essaye, qui maintenant commence à m'exercer à donner des conférences, non, mais j'admire d'autant plus les gens qui arrivent justement à parler tellement longtemps et sans feuille, sans rien, et sentir ce fluide et être capable en même temps de rendre ça très naturel. Non, vraiment, je me Non, mais rends le plus compte. grand compliment, c'est que les gens, ils regardent leur montre, ils disent quoi, ça fait 1 heure et demie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'ils ne Exactement. sentent pas le temps passer. Une fois, j'ai une journaliste comme ça, une nerveuse. Elle devait faire un article sur les différents conférenciers de la communauté.
Et elle était énervée contre moi. Moi, je ne la connaissais pas, cette dame. Elle me dit, oui, j'aime pas du tout votre style. C'est quoi ce côté rigolo, ce côté truc? Moi, j'assiste à d'autres cours. Je lui dis, mais attendez, mais le cours que vous assistez, il y a combien de personnes? Elles me disent, bah, on est 4. Je dis, mais là, à l'époque, il y avait 300 personnes au cours du mardi. Et je lui dis, en plus de moi, c'est un public jeune et je dois les tenir 1 heure et demie. Donc, c'est impossible autrement parce qu'en vérité, le problème, c'est que le temps d'attention, surtout chez les jeunes, il est de 3-4 minutes maximum. Donc, ça veut dire il faut un espèce d'alternance à l'intérieur du cours entre l'enseignement de Torah pur, le côté psychologique, genre la vie de tous les jours, le côté marrant et le côté philosophique qui alternent. Donc après, comme le public il est pluriel, bon ben, les Tamidei Chachamim, ils vont accrocher sur le chidouche, ils vont dire, oh là là, j'avais jamais lu cette Gemara comme ça. D'accord. Les gens philosophiques, ils vont dire, wow, quelle puissance, il nous a résumé 1 an de philo en 3 phrases. Les psychologues, ils vont dire, mais attends, il est en train de faire notre travail à notre place. Et les gens simples, ils vont rigoler, mais en vérité, la blague, elle contient exactement le même enseignement. Moi, j'ai plein de gens qui ont fait tchouva avec les blagues. Donc, il ne faut pas croire que c'est simplement un lubrifiant pour faire passer. C'est aussi un message qui est contenu dans la blague. Donc, vous pensez sincèrement que finalement, l'humour, c'est vraiment une valeur qui aide à la transmission, quoi. Ben, moi, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Parce que je sais que c'est pas dans les rabbins classiques. Je sais. Je sais que je ne suis pas un rabbin classique, que je n'ai pas une manière de parler classique et tout ça, et que même dans l'absolu, ce n'est pas évident parce que d'après le Shulchan Aruch, on doit enseigner la Torah avec la crainte, avec la peur, à la limite comme au Arsinaï et tout. Mais moi, j'ai fait un choix par rapport à la génération, par rapport aux gens à qui je m'adressais, aux gens justement qui s'endormaient devant les rabbins rébarbatifs. Et j'ai fait le sacrifice, en vérité, un petit peu du côté classique pour atteindre une efficacité. Maintenant, Pardon, excusez-moi. Allez-y, Ouais, allez-y. allez-y. Mais Moi, c'est je peux parler intéressant. toute la nuit. C'est intéressant que vous appeliez ça un sacrifice, parce que finalement, si la Torah, c'est pas quelque chose pour être partagé et pour que les gens puissent puissent la voir en eux, puissent se l'approprier, alors à quoi ça sert? Oui, j'ai compris, mais encore une fois, l'objectif, il va aussi dépendre des moyens qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut à la finale? On veut à la finale que les gens ils se rapprochent d'Hachem, qui développent la Hirat Shamaïm, qui développent la maturité. D'accord? C'est ça qu'on veut. Maintenant, le problème de l'humour, c'est que si on va l'écouter de manière superficielle, on va dire, ah, le cours était vachement marrant. Mais si on l'écoute de manière plus approfondie, on dit, oh là là, ça m'a remis en cause. Et si on l'écoute encore plus de manière approfondie, on va dire, ah bah écoute, demain, je vais mettre les tefilines. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que moi, j'ai plein de gens qui sont venus, entre guillemets, pour se marrer. Ouais. Il y en a qui sont venus pour draguer parce qu'ils me disaient les plus belles filles de Paris, elles sont dans votre cours. Et maintenant, vous les voyez, ils habitent à Bnei-Brak, ils sont Kollelman. Alors, ça veut dire qu'en vérité, moi, toujours, je le dis, mais ce n'est pas de manière intentionnelle ou pervers. C'est comme quand tu veux engager un gars à rentrer à la Légion étrangère, tu lui donnes à boire. Donc, il boit, il boit, il boit, après, il signe. Le lendemain matin, il dessoule, il voit qu'il a signé. Ben, c'est exactement pareil. En vérité, l'humour, c'est pour saouler le Yetzer Hara. C'est pour que la personne, elle arrive à se remettre en cause et à dire pourquoi pas. Ouais, parce qu'elle a rigolé. Et surtout que moi, mes cours, ils sont construits sur l'esprit de Rav Simcha Zissel. Ça veut dire qu'on met toujours en parallèle la Torah et la vie. Donc quand je vais donner un exemple, je vais dire un enseignement, je ne sais pas moi, sur l'importance des téphilines, et je vais dire en parallèle une référence dans la cohérence du couple ou la cohérence de la vie. Donc le gars, en vérité, s'il n'est pas d'accord avec le hidouche, ouais, de l'enseignement de la Torah, mais il ne va pas être pas d'accord avec la référence de la vie, sinon ça veut dire qu'il est incohérent. Maintenant, on peut expliquer pendant une demi-heure à des filles que ce n'est pas bien de faire des bêtises avant le mariage, mais si on raconte la blague sur la tarte aux fraises, la fille, elle comprend tout de suite. Et tout le monde rigole. Et quand le garçon, il dira « j'ai envie de faire des bêtises avec toi », elle dira non. Ouais. Et donc, ça peut passer. Mais donc, si on reste sur cette même idée, et en partant du principe que la Torah, avant tout, elle est là pour être transmise, parce que c'est même dans le mot même Torah, c'est Horaa, c'est transmission, enseignement, etc. Est-ce que dans les écrits même de la Torah, il y a de l'humour? Il y a des références. C'est-à-dire, par exemple, la Gemara, elle dit
que Rava, avant de donner cours, il racontait quelques blagues pour ouvrir le cœur des gens qui allaient. Une fois, on dit que Rabbi Akiba, il a vu que le Tzibour n'écoutait pas. Alors, il a dit, bon, de la même manière que Sarah, elle a vécu 127 ans, alors Achashverosh, il a régné sur 127 provinces, mais ça n'a rien à voir. Mais pour que les gens se réveillent. Donc, c'est une forme d'interpellation. Mais maintenant qu'il y a vraiment de l'humour dans la Torah, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le projet de la Torah. Ça Non, c'est bien sûr. le projet, c'est fondamental. C'est le rapport au divin, c'est la perception de Dieu. C'est beaucoup plus important que le. C'est comme quand vous regardez un moteur. Vous regardez le moteur. C'est de l'acier, c'est des pièces. Vous ne regardez pas l'huile qui permet au moteur de ne pas casser. Et ben, l'humour, c'est un peu comme ça. C'est une espèce de lubrifiant qui fait que les choses, elles peuvent avancer, elles peuvent passer. Je lui dis dans la durée, parce que les gens, en fin de compte, on ne sait plus s'ils attendent la prochaine blague ou s'ils attendent le prochain enseignement. Ouais. Et après, au niveau de la détente, c'est-à-dire le côté convivial. C'est-à-dire que si vous mettez une baffe à quelqu'un, il va vous haïr, d'accord? Mais si vous lui mettez une blague en rigolant, il est content. Moi, quand je dis, le gars, il est dans sa voiture, Shabbat, il conduit et il chante Veshamero, Béné Israël est à Shabbat. Ouais, mais un jour, il va réfléchir, il va dire Veshamero. Donc, ils garderont les Béné Israël le Shabbat. Il voit l'incohérence qu'il est dans sa voiture en train de conduire. Donc, tout le monde rigole, parce que c'est une forme de sketch. Et après, il rentre chez lui, il dit mais c'est vrai, j'ai l'air de quoi de prendre l'ascenseur et de prendre le métro, le Shabbat, en disant je fais Shabbat, mais je ne fais pas Shabbat en fait. Donc en fait, le message subliminal de la blague, il passe. Et quand il s'évapore, le côté rigolo, il reste le message. Okay. Donc ça, c'est des choses qui existent. Maintenant, après que dans la Torah elle-même ou dans la Gemara, on trouve de l'humour, on ne trouve pas. Mais on voit toujours qu'il y a des grandes finesses d'esprit chez les Chachamim. Moi, j'ai connu des géants de la Torah qui avaient beaucoup d'humour. Mais c'est normal en vérité, parce qu'encore une fois, quand la finesse d'esprit qui est mise à l'épreuve perpétuellement dans l'étude, vous l'appliquez à la vie de tous les jours, c'est rien de faire une blague. C'est facile. Et alors, est-ce que si voilà, finalement, ça dépend de la finesse de l'esprit étant donné que l'étude, elle va raffiner finalement Oui. cet esprit, est-ce que vous pensez que l'humour, c'est spécialement une valeur juive? On dit, il y avait un auteur comme ça qui disait que les Bnei Israël, ils ont réussi à traverser toutes les épreuves, justement grâce à leur humour. Parce que même dans le ghetto, après un pogrom, ils arrivent encore à faire des blagues. Donc en fait, c'est quoi l'humour? L'humour, c'est l'espoir. Donc si quelqu'un arrive encore à rigoler, encore une fois, il faut faire une différence parce que l'humour, c'est juif, mais la dérision, c'est Amalek. C'est ça. Donc il faut faire la différence entre la dérision, c'est-à-dire la destruction des valeurs, et ça, c'est un interdit de la Torah, ou Dvar Hashem Baza, les paroles d'Hachem, il a méprisé. Donc, le fait de délirer sur la mitzvah ou sur la vie ou quoi, ça, c'est assourd. Mais le fait de prendre les choses rigolotes, ça, il n'y a pas de problème. Et où est-ce que vous metteriez la limite, en fait, entre la moquerie et l'humour? C'est l'effet produit. Si quand vous dites quelque chose, la personne, elle rigole, c'est bien. Si elle rougit, c'est mauvais. Ah, c'est que, d'accord. C'est logique. Quand c'est constructif, c'est de l'humour. Quand c'est destructif, c'est l'inverse. Ok, ça marche. Maintenant, ce qu'il faut faire très attention, c'est que moi, je joue, par exemple, sur les images. Ouais. Et les images, ça va encore plus vite que les mots. Donc, quand vous mettez, par exemple, j'ai certaines blagues que je pourrais faire sur le Kriyat Shema ou des choses comme ça, je ne les fais pas. Parce que je sais que quelqu'un, toute sa vie, à chaque fois qu'il va faire le Kriyat Shema, il va penser à la blague. Donc, ça va lui détruire la kavana. Je connais l'impact. Encore une fois, c'est plus vicieux parce que c'est subliminal. Ça rentre à l'intérieur. Ouais, ok. Quand je faisais une image où genre le gars, il rentre à la maison et sa femme est le 8e mois de grossesse et on dirait une baleine échouée sur la plage. Ouais. Et que le gars, il dit ouais, moi, de toute façon, je ne suis pas Greenpeace pour m'occuper de ça. En vérité, je sais très bien que le gars, à chaque fois qu'il verra sa femme enceinte, il va penser à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'utilisation qu'on a des mots et des images. Parce que les images, c'est un peu comme la différence entre le numérique et l'analogique. L'analogique, c'est une photo, elle est en papier. Donc, elle va jaunir, elle va s'user, elle va disparaître. Mais le numérique, c'est un fichier. Le fichier, il ne s'use pas, il reste à l'intérieur.
pour ça que la Gemara, elle dit Machashava kashamilama. La pensée, elle est plus dure que l'acte. Parce qu'un acte, tu vas l'oublier. Tu te rappelles même plus ce que tu as fait, que tu avais volé quand tu avais 16 ans ou 14 ans ou 8 ans. Mais une image néfaste, elle peut rester 70 ans, elle ne va pas s'user. Donc, c'est pour ça que dans l'humour, on est obligé de faire très attention aux mots qui sont prononcés, comment ça s'appelle, aux images qui sont développées, et puis aussi des fois aux maladresses. Là j'étais dans une conférence et je parlais, et puis j'ai dit, bon, c'est comme une forme de schizophrénie, d'accord? Et il y a une dame qui est venue me voir à la fin du cours pour me dire, vous savez, j'ai un enfant schizophrène. En réalité, moi, je ne parlais pas de son fils, et je ne parlais même pas de la schizophrénie en général. J'ai parlé que quelqu'un qui a un double langage ou quelqu'un qui peut faire des choses qui sont complètement paradoxales dans ses comportements, c'est une forme de schizophrénie. Mais elle a été prendre le... Ouais, où j'ai dit à un couple, une fois j'étais dans le 16e, j'ai fait une conférence, et j'ai dit le couple qui ne développe pas d'échange, d'accord, de communication, de communion, parce que c'est comme entre deux cellules. Deux cellules, elles ont 24 millions d'échanges par jour. Quand il y a une cellule qui ne nourrit pas celle qui est à côté d'elle, alors elle meurt. Et c'est ça le cancer. Donc, comme le cancer du couple, ça serait qu'il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de communion dans le couple. Et à la fin du cours, il y a un couple qui vient me voir, ils me disent, oui, on a un enfant qui a le cancer, c'était maladroit. Non, moi, je ne peux pas savoir que dans la salle, donc je ne peux plus dire le mot cancer. S'il y a un Ashkénaze, je ne peux plus dire le mot Shoah, donc je ne peux plus parler en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est quelque chose de. Enfin, on voit ça dans la génération dans laquelle on est, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'on sent que c'est difficile de ne pas vexer quelqu'un en fait. On a toujours l'impression que peu importe ce qu'on va dire, quelqu'un va se vexer. Et enfin, je trouve ça très compliqué de pouvoir jongler avec ça, quoi. C'est vrai que le plus important, c'est la kavana, c'est-à-dire le contexte. C'est-à-dire, si c'est ton grand-père qui te met une baffe parce que tu as fait une bêtise, tu ne dis rien parce que c'est ton grand-père. Si c'est un gars dans la rue, tu vas le fracasser de coups de poing. Ouais. Donc en vérité, si ça part d'un sentiment d'amour et de fraternité et un désir sincère de faire évoluer la personne, c'est pas grave qu'on parle durement. Oui. Ouais. Donc c'est pareil avec les mots, avec les images. Elles vont être interprétées en fonction d'où elles viennent dans le cœur et où est-ce qu'elles vont dans le cœur. Donc si la personne elle a 1 heure et demie d'intelligence, de finesse, d'amour, de gentillesse, de convivialité, et elle prend une derba pendant 1 seconde, c'est pas très grave. Maintenant, il y a des gens hypersensibles, on est tombé sur un cas qui vont retenir que ça, ils vont attendre la fin du cours pour faire la remarque. Mais ça aussi, eux-mêmes, ils devraient se demander comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à noyer ces 1 seconde de malaise sur les 1 heure et demie de bien-être. Donc, ça veut dire que c'est déjà un Yetzerara qui les empêche d'écouter la suite. Oui, d'accord. Sinon, est-ce que vous voyez une différence, en tout cas, comment vous pouvez la définir entre un humour ashkénaze et un humour séfarade? Est-ce qu'il y en a un? C'est ça la question. Si on part du principe que l'humour, c'est avant tout la finesse de l'esprit, etc. Mais malgré ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une tendance vers ça ou vers ça qui est différent? Bah, moi, je n'ai jamais réfléchi à Ashkenaz ou séfarade. Par exemple, des fois, quand je fais une blague très froide et très sèche, genre les deux vieux qui viennent pour divorcer, et quand ils ont 95 ans et 88 ans, et quand le rabbin, à la fin, il leur dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi vous avez attendu tellement longtemps ?» Ils disent « On a attendu la mort des enfants. » Alors, quand les gens sont choqués, je leur dis « Non, mais c'est de l'humour ashkénaze. » D'accord? C'est-à-dire c'est un peu froid, c'est un peu comme ça, c'est un peu… Bon, alors que l'autre, c'est plus convivial, c'est plus imagé, c'est plus sympathique. C'est pas le même humour. Mais encore une fois, c'est pas… Parce que moi, j'ai grandi dans la musique arabe et j'ai fait tchouva avec Rav Simcha Zissel, Rav Dessler et Rav Yitzhak Koutner. Donc, j'ai une Vous tête avez les deux. ashkénaze et ouais, j'ai les deux, moi, ça ne me dérange pas. Les deux facettes. Ok, très bien. Alors, regardez, maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus, peut-être un côté un peu plus philosophique, j'ai envie de dire. Sur le principe, on part du principe que tout ce qu'on a dans ce monde et tout ce que Hachem il va nous mettre dans ce monde, il est là pour le comprendre un peu mieux, pour Ouais. essayer voilà, de mieux le comprendre et sa manière de s'exprimer. Ma question, elle est, d'après vous, qu'est-ce que Hachem il a voulu nous faire passer comme message à travers l'humour? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est censé comprendre à travers ça? Enfin, je vous donne un exemple. Pour moi, par exemple, tout ce qui est relation l'un avec l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, etc., ça nous Ouais. apprend un peu plus, ou que ce soit parent-enfant, ça nous apprend un peu plus
sur la manière dont Hachem va dans la manière dont en fait Hachem va s'exprimer face à nous. Finalement, Ouais, on va se relier un peu par rapport à nos relations. Ça nous fait un peu plus comprendre qui il est, en gros. oui. Ma question, elle est, est-ce qu'à travers l'humour, on est capable de mieux comprendre qui est Dieu? Oui, mais d'abord, il faudrait m'illustrer qu'est-ce que c'est l'humour de Dieu, que j'essaie de comprendre de quoi vous parlez. J'ai une petite idée, mais je voudrais d'abord être sûr que je réponds à votre question. Pour moi, l'humour de Dieu, c'est comme vous avez dit, finalement, l'humour, c'est la chute, c'est quelque chose sur lequel on ne s'attend pas, quand il y a du sérieux et que tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui arrive dans lequel on ne s'attend pas. Euh, pour moi, j'ai tendance à croire que finalement, c'est ce qui se passe tous les jours et que Hachem, c'est le plus grand humoriste du monde à nous faire des coups en mode ah, en fait, il y a le corona. Vous ne s'attendez pas à Ouais. ça. Enfin, vous voyez un peu ce côté-là, quoi. C'était ça que. Oui, oui, c'est normal. Mais c'est comme si votre enfant, il est renvoyé d'une très bonne école et vous êtes cassé, fracassé et concassé. Et après, vous le mettez dans une école où vous n'auriez jamais voulu le mettre. Mais là-bas, l'école, elle est pourrie. Mais le professeur qu'il a cette année-là, c'est un génie de pédagogie. Et il sauve votre enfant qui est en train de se détruire dans la bonne école. Donc, ce que vous pensiez être une erreur, en fin de compte, ça devient un bonheur. Mais ça, c'est l'humour de Dieu. D'accord? Où vous cherchez pendant 6 mois une personne, un contact et tout ça. Et puis après, vous prenez le train, il est assis à côté de vous. Donc le bon Dieu, il fait des choses comme ça. Mais des fois, c'est l'inverse. Ça peut être aussi des choses négatives. D'accord? Mais dans le rapport que vous avez avec Hachem, c'est comme le rapport, comme vous avez dit, avec le conjoint. Oui, c'est que parce que le Rambam, il dit dans la Chot Shuvah que le rapport entre l'homme et Hachem, c'est comme l'homme et la femme, qu'il y a un côté amour, un côté passion, un côté communion. Donc, de la même manière, quand dans un couple, d'accord, l'attitude que je vais avoir, par exemple, de prendre à la légère ou d'avoir un regard positif, ou que genre l'autre quand il se met en colère, au lieu de réagir au quart de tour, eh ben, je vais le prendre positivement, dire ouais, bon, de toute façon, il est fatigué, bon, voilà, il est dans son mauvais jour. Ouais. Donc, c'est moi qui va avoir un accueil positif. D'accord? Donc, je vais faire glisser. C'est un peu comme le aïkido. Ça veut dire, au lieu d'être dans le frontal, eh ben, je vais profiter de l'énergie développée par l'autre pour maintenir le mouvement. Donc, ça, c'est par rapport à l'autre. Maintenant, après, comment moi je le perçois, ça, c'est l'attitude que j'ai envers l'autre. D'accord? Après, maintenant, quand je perçois des comportements, des attitudes ou des situations où Hachem, il me fait des clins d'œil. Maintenant, des fois, encore une fois, c'est positif parce que je dis, ouais, le bon Dieu, il est avec moi. Ouais, il m'a fait ce que je voulais. D'accord? Genre, j'arrive à la banque et le gars, il me dit, écoutez, vous n'avez aucune chance d'avoir un crédit, mais vous appelez à Bitball et l'instituteur de mon père, il s'appelait Abitbol, c'est pour ça que je vous accorde le crédit. Donc le bon Dieu, il avait déjà organisé il y a 44 ans à Oran que l'instituteur du père du banquier s'appelait Abitbol. D'accord? Pour que quand vous allez venir faire. Donc ça, c'est aussi une forme d'humour, c'est-à-dire de voir le bien dans l'ashgacha et de prendre les choses positivement. Mais comme Rabbi Akiba, quand tout le monde était en train de pleurer devant les ruines de Beth Amikdash, et que lui, il souriait. On lui a dit, pourquoi tu souris? Il a dit, parce que je vois il y a des renards qui sont en train de courir dans le Kodesh HaKodashim. Il a dit, et ça, c'est une prophétie. Donc, au lieu de regarder la réalité maintenant qui est dévastée, il regarde l'avenir qui est positif. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que l'humour, c'est lié à l'espoir. Et c'est ça ce qui permet de traverser les situations négatives, parce qu'en les tournant un peu à la rigolade, on peut les projeter vers du positif. D'accord. Donc finalement, ce serait l'outil qui nous permettrait d'accepter certaines choses qui pourraient être prises difficilement et finalement nous fait continuer à nous dire non, non, on avance et des fois faire tourner des choses qui peuvent être négatives vers quelque chose qui nous permet d'avancer dans la vie Ah oui, et parce qu'en et fin de de compte, c'est le continuer. mouvement. Ouais. Et si quelqu'un il a perdu les deux jambes dans un accident, il dit, ah ben, au moins j'ai économisé les chaussures. Ok, ouais. Non, si nous on le dit, Un le peu. gars il va dire, mais vous êtes des malades. Mais si c'est lui qui le dit, ça veut dire qu'il a mis en place un système de défense pour ne pas Mhm. tomber dans la déprime et dans le côté négatif. Maintenant, Ouais. après, ça sort un peu rigolo, un peu cinglé, mais c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, il a réussi à échapper au précipice de la dépression. Ok. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup, Rav Ben Chetri. Juste pour la fin, est-ce que vous avez une blague juive à nous raconter? C'est pas grave si vous Euh, n'en avez pas, hein. ben, j'en ai, mais le problème, c'est que là, j'ai pas vraiment pensé qu'on allait rentrer dans ce registre. C'est ça la surprise. Ouais.
Bon, elle est un peu violente. Ok, Ça va. ouais, c'est pas grave. Alors, vous savez qu'il y a une certaine ville du Maroc qui est réputée pour sa problématique relationnelle avec l'argent. Ouais. Ouais, sûrement que vous en avez entendu parler, elle est très connue. Donc, c'est un monsieur de cette ville-là qui est en train de mourir. Il est allongé sur son lit et tout ça, de mort, et il y a son fils à côté de lui. Et alors, et puis il sent une bonne odeur. Alors, il dit à son fils, c'est quoi ce parfum-là qui vient? Il dit, bah, c'est maman qui est en train de faire des gâteaux. Ah bon? Alors, il dit, écoute, mon fils, moi, je vais mourir. Tu dis à ta maman qu'elle me donne un gâteau, comme ça, je meurs avec un goût doux dans la bouche. Alors, le fils, il va à la cuisine, il revient, il n'y a pas de gâteau. Alors, il dit, mais où est le gâteau? Il a dit, non, maman, elle a dit, c'est pour les chivras. Quelle horreur. C'est l'horreur. Ok. C'est pas grave. Ça C'est fait pas ce- grave, Alors, ça nous juste fait rire, c'est le traduit principal. pour les gens qui ne parlent pas l'hébreu, les shivras, c'est pour la cérémonie qu'on va faire après les 7 jours de deuil. Donc, les Ah gâteaux, ouais, elle les garde pour après la mort. Là, je traduis pour les gens qui ne sont pas forcément. au courant. Voilà. Vous avez bien fait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Rabbi Jetrit. Toi Et aussi, bonne continuation. Et une grande aslacha pour ce projet. amen, amen. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Bah, j'espère pour un sujet plus sérieux. Ouais, ouais, mais c'est un sujet sérieux. Non, je Rigolo, mais rigole. sérieux. Avec plaisir. Allez, au À revoir. bientôt. Bonne Au revoir. journée.